Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part sur les traces de Mustafa Kemal, dit Atatürk, fondateur et premier président de la République de Turquie de 1923 à 1938, au lendemain de l'humiliante défaite de l'Empire ottoman lors de la Première Guerre mondiale. Mustafa Kemal crée un État moderne et laïque, se servant de son prestige et de son charisme pour appliquer un vaste programme de réformes dans le cadre d'un régime autoritaire. Le surnom Atatürk, qui signifie père des Turcs, lui fut donné en 1934 par le Parlement en hommage à son œuvre politique en Turquie. Vous voulez en savoir plus sur Mustafa Kemal? Venez avec moi. Le 14 novembre 1914, le sultan Mehmed V, souverain de l'Empire ottoman et calife de l'islam, lance à Constantinople un appel au djihad contre l'Occident. C'est le grand moufti en personne, plus haut dignitaire religieux de l'Empire ottoman, qui se charge de relayer l'annonce à la population. Devant la grande mosquée Fatih, face à une foule compacte, il donne lecture du Mfefta, la loi islamique, appelant les musulmans du monde entier à lutter contre les ennemis de l'islam, c'est-à-dire la Russie, la France, l'Angleterre et leurs alliés regroupés dans la Triple Entente. Le rapprochement entre Berlin et Constantinople ne date pas de 1914. Au début des années 1880, l'Empire ottoman est appelé par les Occidentaux l'homme malade de l'Europe. Les caisses de l'État sont vides et les plus grandes entreprises du pays sont mises sous tutelle anglaise et française. Le pays a connu ainsi d'importantes pertes de territoire dans les Balkans et le Caucase, après sa défaite humiliante contre son voisin russe pendant la guerre de 1877-1878. Pour le redressement et le moderniser, le sultan Abdulhamid II a besoin de nouveaux alliés. Il se tourne alors vers l'Allemagne du Kaiser Guillaume Ier et du chancelier Bismarck. Au début de la Première Guerre mondiale, les Ottomans résistent aux expéditions des Dardanelles 1915 et Mésopotamie 1915-1917, à l'insurrection arabe 1916 dirigée par Laurence d'Arabie, et mettent au profit l'effondrement russe pour reprendre pied en Transcaucasie. Mais le 19 septembre 1918, le front de Palestine est rompu par les Anglais, et après la capitulation bulgare le 29 septembre 1918, un nouveau gouvernement signe l'armistice de Mudros le 29 octobre 1918. Mustafa Kemal naît en 1881 dans une famille d'origine paysanne à Thessalonique. Son père est d'abord un petit fonctionnaire à l'administration des finances ottomanes, puis se lance dans le commerce du bois, mais sa mort en 1893 place la famille dans une situation précaire. Mustafa abandonne très tôt l'école pour accompagner sa mère chez un oncle fermier. Il entre à l'école des cadets de Thessalonique malgré l'opposition de sa mère qui veut en faire un prêtre. Il se donne à ses études avec beaucoup d'application et quitte Thessalonique à l'âge de 17 ans avec le surnom de Kemal, perfection, pour Monastir en Macédoine occidentale. En 1902, après de brillantes études à l'école militaire de cette ville, il suit des cours à l'académie de guerre d'Istanbul, où sont formés les cadres militaires destinés au grand état-major. En 1905, à 24 ans, il sort de l'école supérieure de guerre avec le grade de capitaine. À cette époque, l'Empire ottoman est à l'agonie. Amputé de nombreux territoires en Europe, il est en butte à toutes les humiliations. Ses finances et son commerce passent progressivement sous contrôle étranger. Il croule sous le poids de ses dettes et son indépendance n'est plus qu'une fiction. Il ne doit sa survie qu'à la rivalité des grandes puissances, qui s'épient jalousement en attendant de se partager les dépouilles de l'homme malade. Le sultan maintient un pouvoir théocratique et gouverne selon les prescriptions de l'islam. Hostile à toute innovation, il s'appuie sur un clergé qui exerce son influence dans le sens de la religion la plus réactionnaire. C'est à Monastir que Mustafa Kemal a pris conscience de cette situation puisque la capitale de la Macédoine occidentale est au centre de l'agitation avec l'apparition de nombreuses organisations secrètes. À travers leurs publications, Kemal découvre le caractère despotique du régime et est gagné par les idées modernistes fortifiées par les lectures des philosophes des Lumières. Lors de son arrivée à Constantinople, il découvre que la plupart de ses camarades de l'école de guerre partagent ses opinions à l'égard de l'Empire et se sentent humiliés par l'ingérence des puissances étrangères dans les affaires du pays. Le cercle d'études Patrie et Liberté, présent dans l'école, tient des réunions clandestines et critique les aspects traditionnels de la vie ottomane dans son bulletin bimensuel.
Pour eux, l'islam est aux antipodes du progrès et le clergé est l'ennemi du peuple. Ils veulent également délivrer le peuple de l'absolutisme du sultan. Interdit à l'école, le Vatan devient progressivement une association secrète dans laquelle Mustafa Kemal assure la direction. Découvert à la fin de l'année 1904, Kemal est arrêté avec ses ennemis, puis gracié et affecté dans un régiment de cavalerie à Damas. En Syrie, il ne renonce pas pour autant à ses activités politiques et gagne la confiance de jeunes officiers hostiles au régime et organise parmi eux plusieurs sections de Patrie et Liberté. En 1907, il est nommé à l'état-major de la 3e armée de Thessalonique. La ville connaît alors une intense activité politique et Mustafa Kemal tente d'y organiser une section de Vatan. Mais les officiers sont déjà acquis au comité Union et Progrès, mouvement moderniste qui préconise la lutte contre le despotisme du sultan et l'institution d'un régime constitutionnel sur le modèle des puissances européennes. Mustafa Kemal adhère à ce mouvement, mais ne tarde pas à entrer en conflit avec certains de ses dirigeants. Il est définitivement mis à l'écart. Ainsi en 1908, quand les jeunes Turcs du mouvement Union et Progrès prennent le pouvoir, Kemal se trouve en marge de la vie politique. Il parvient cependant en 1909 à y participer en se mettant au service de la révolution armée de Macédoine, où il est nommé chef d'état-major de la 3e armée. En 1910, il réorganise l'école d'officiers de Thessalonique et commence à dénoncer les nouveaux dirigeants et leurs politiques qui sacrifient, pour lui, l'indépendance du pays. En 1911, Mustafa Kemal cesse toute activité politique pour se consacrer à son métier de soldat et lutter contre les agressions des pays européens. Il se distingue d'abord en Tripolitaine 1911-1912 contre les Italiens qui ont attaqué sans préavis cette province ottomane, mais également au cours de la première guerre balkanique 1912-1913 lorsqu'il parvient à interdire aux Bulgares l'accès à la presqu'île de Gallipoli. Cette dernière victoire sauve les Dardanelles et évite à l'Empire ottoman d'être envahi. En 1914, lorsque les jeunes Turcs mènent la Turquie dans la Première Guerre mondiale aux côtés de l'Allemagne du Kaiser Guillaume II, Mustafa Kemal est un soldat confirmé. Il participe à la défense des détroits, d'abord comme colonel, ensuite à la tête d'une division. Sa victoire d'Anafarta en août 1915 contre les forces alliées écarte pour un temps le danger qui pèse sur les Dardanelles. Dès lors, Mustafa Kemal est considéré comme le sauveur de la nation. Il est néanmoins conscient que le rapport des forces est favorable aux Alliés et le vainqueur des Dardanelles supporte mal l'emprise de l'Allemagne sur son pays. Il préconise la rupture avec cette puissance et la conclusion d'une paix séparée avec les Alliés. Cette solution ne convient pas au gouvernement et pour l'éloigner de la capitale, on lui donne successivement le commandement du 16e corps d'armée en Caucase 1916, celui de la 2e armée en Arménie 1917 et celui de la 7e armée en Syrie 1917-1918. Le 30 octobre 1918, l'Empire ottoman vaincu signe un armistice avec les puissances alliées. L'Empire perd toutes ses possessions européennes et arabes. Les forces de l'entente stationnent jusque dans le territoire ottoman et contrôlent la police, la gendarmerie et les ports. Les troupes britanniques occupent la capitale et les détroits. Le nouveau gouvernement paraît disposé à accepter les conditions humiliantes des Alliés et à sacrifier l'indépendance du pays. La population, lassée par la guerre, semble résignée à son sort. Malgré la situation désastreuse du pays, Mustafa Kemal entreprend de faire face à la situation en protégeant l'Empire ottoman des convoitises étrangères. Pour cela, il faut compter sur la population turque elle-même. Dès 1918, Mustafa jette les bases d'une résistance populaire dans les montagnes d'Anatolie. Le mouvement se développe en 1919 à la suite du débarquement des troupes grecques à Izmir et dans la Thrace orientale. Au mois de mai de la même année, le gouvernement confie à Mustafa Kemal la charge de gouverneur général des provinces orientales, dont l'Anatolie. Il exploite cette situation pour préparer des conditions favorables à la libération du pays. Et sitôt installé, il réorganise l'armée et entreprend une tournée dans la campagne d'Anatolie pour exhorter les paysans à défendre la patrie. Le sultan Mehmed VI, 1918-1922, le relève de son commandement, le casse de son grade de général et donne l'ordre à toutes les autorités civiles et militaires de ne plus lui obéir. Mais la position de Mustafa Kemal est assez forte pour qu'il puisse tenir tête au gouvernement du sultan.
Au demeurant, il arrive à convaincre ses compagnons que le sultan agit sous la pression des Anglais, qui s'opposent à l'indépendance de la Turquie, et parvient à obtenir leur accord pour la constitution d'un nouveau pouvoir en Anatolie, loin de toute contrainte, sous la forme d'un gouvernement provisoire. Réunis à Erzurum du 23 juillet au 7 août 1919 sous la présidence de Mustafa Kemal, les chefs militaires décident de convoquer un congrès populaire qui se tient à Sivas le 4 septembre et affirme le droit du peuple turc à l'existence et à sa volonté de résister à l'occupation étrangère. Pour neutraliser Mustafa Kemal, le sultan renvoie son premier ministre et ordonne de procéder à des élections générales. La manœuvre réussit parfaitement. Le nouveau parlement accepte, malgré l'opposition de Mustafa, de se réunir à Istanbul. Le vainqueur des Dardanelles est sur le point de perdre la partie lorsque, au mois de mars 1920, les Anglais décident de mettre fin à l'existence d'une assemblée considérée comme intransigeante. Mustafa Kemal appelle alors à l'élection d'une grande assemblée nationale qui se réunit à Ankara le 23 avril 1920. Mustafa Kemal désigne un comité exécutif qu'elle déclare être le gouvernement légal, mais provisoire du pays, qui entre très vite en lutte ouverte contre Mehmed VI. Usant de son pouvoir spirituel, Mehmed VI déclare Mustafa Kemal et ses compagnons renégats et hérétiques, appelle la population à la lutte contre les ennemis de Dieu. Le pays est déchiré par la guerre civile atroce, où les partisans du sultan semblent l'emporter sur ceux du gouvernement provisoire. Mais la conclusion du traité de Sèvres le 10 août 1920, qui sacrifie l'indépendance et l'intégrité de l'Empire ottoman au profit non seulement des Alliés, mais aussi des minorités kurdes et arméniennes, soulève l'indignation de population qui se tourne vers les nationalistes pour sauver le pays. Dès 1920, de nombreuses victoires militaires sur les Grecs ont lieu et en 1922, Mustafa Kemal écrase l'armée grecque le 26 août et fait une entrée triomphale à Izmir. Le 9 septembre, par ses victoires militaires, Mustafa Kemal, surnommé Gazi, le victorieux, écarte tout danger de la Turquie et impose un nouveau traité aux Alliés signé à Lausanne le 24 juillet 1923. Il reconnaît la Turquie comme une puissance souveraine et indépendante de toute la partie de l'ancien empire ottoman, habitée par une majorité turque. Ayant aboli le sultanat, Mustafa Kemal veut édifier une république indépendante et laïque. La tâche est évidemment loin d'être aisée et comporte même beaucoup de risques. Il s'agit en effet d'arracher la Turquie à la religion musulmane pour l'élever au rang d'une nation moderne. L'islam étant un dogme, un rite et un code à la fois, la vie publique comme la vie privée de la population vont être bouleversées. Mustafa Kemal est conscient des embûches qui vont se dresser sur son chemin. Ses adversaires politiques et surtout un clergé encore influent sont une population profondément islamisée. Déjà en 1922, il a rencontré beaucoup de difficultés pour déposer Mehmed VI et abolir le sultanat malgré le caractère vétuste et despotique de cette institution. Pour venir à bout de tous les obstacles, il crée un instrument politique en 1923, le Parti républicain du peuple. Toutefois, les élections d'août 1923 ne donnent pas la majorité absolue au parti, mais l'Assemblée, paralysée par la lutte des factions, fait appel à Mustafa Kemal. Celui-ci constitue un gouvernement homogène avec les membres de son parti et fait proclamer le 29 octobre 1923 la République présidentielle. Président de la République et chef suprême de l'armée, Mustafa Kemal préside, quand il le juge nécessaire, la Grande Assemblée nationale et le Conseil des ministres, dont il choisit lui-même le président et fixe la capitale à Ankara. Se faisant le champion de la laïcisation, il abolit le califat, sécularise la justice et l'enseignement, accorde à la femme turque une émancipation sans précédent dans le monde musulman, et rend obligatoire l'alphabet latin en 1928. Mustafa Kemal entend rattraper l'Occident sans attendre les résultats de l'enseignement et s'engage aussi dans une entreprise d'occidentalisation qui touche chaque Turc dans sa vie intime. Son nom, sa langue et même ses vêtements, loi sur le fez en 1926. Le Gazi impose également à ses sujets l'adoption, à l'instar des Occidentaux, de noms patronymiques. Pour donner l'exemple, il commence lui-même par prendre un nom de famille, Atatürk, c'est-à-dire le père des Turcs, le 29 novembre 1934,
Toutefois, Mustafa Kemal sait que l'on ne peut pas transformer la Turquie par de simples lois et discours, et que l'avance de l'Occident découle essentiellement de son développement économique. Il faut donc transformer les structures économiques du pays, développer son agriculture, le doter d'un excellent réseau de communication et jeter les bases d'une industrie pratiquement inexistante. 2 ans avant sa mort, survenue le 10 novembre 1938, Atatürk réalise l'indépendance totale du pays. Il laisse une nation homogène, indépendante, respectée et libérée, du moins dans ses institutions, des entraves du passé. D'importants progrès ont été réalisés, développement scolaire, recul de l'analphabétisme, émancipation de la femme, essor de l'économie. Il s'est efforcé d'éradiquer l'héritage de l'Empire ottoman. Cependant, des éléments de continuité avec les époques précédentes persistent dans son œuvre. Décédé des suites d'une cirrhose le 10 novembre 1938, Mustafa Kemal dit Atatürk est enterré au musée ethnographique d'Ankara. Son corps repose aujourd'hui dans le mausolée dit de l'Anit. Comme on l'a vu, entérinant la chute d'un empire ottoman vieux de près de 600 ans, Atatürk permet à la Turquie d'entrer dans l'ère moderne, en lui imposant des réformes fondamentales reposant sur le principe de la laïcité. Son héritage est considérablement remis en cause par le gouvernement islamo-conservateur en place depuis 2003. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.